Bonjour à tous, bienvenue sur le mug ce matin, en ce mercredi 10 février. Aujourd'hui, on va parler notamment de Cyberpunk 2077, mais pas que. Sans plus tarder, je vous propose de commencer l'émission. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous êtes bien réveillés tranquillement devant votre petit-déj. Je suis ravie de vous retrouver ce matin, encore pour un nouvel épisode du Mug, et plein de sujets intéressants ce matin. Merci. J'en profite quand même pour remercier les gens que je vois là. Fissorem, merci pour ton abonnement. 3e mois d'abonnement, un grand merci à toi. Et puis j'en profite pour saluer les premiers que je vois là, Samuel, Brezend, Andy76, Léo Dessus, Olivier, On Off Web, Olek, Francis, 3615, Mister Clément, Mouik, je vois des habitués, hein, Laclo, Naotech QG, bah mince, je me demande qui est là. Il y a également Pef Bexel, Hippomony, Dwayne, Zezetou, JPEG au kilomètre. Salut tout le monde, salut Wyvern, salut Vanessa Organize. T'es au bureau et tu m'écoutes? Eh ben écoute, j'espère que ta journée de boulot va bien commencer. Et merci de nous écouter. Salut Louis. En tout cas, salut à tout le monde, tous ceux qui nous ont rejoints dans la chatroom. Aujourd'hui, c'est le mug 300. Non, c'est vrai? Samuel, c'est vrai que comme on met plus les numéros, on perd un peu le compte des mugs. J'avais pas du tout réalisé. Ah oui, mais alors tout le monde nous attendait au tournant là. Rien de spécial pour ce 300. Eh ben écoutez, non, rien de spécial pour ce 300. Voilà, vous m'avez simplement. Après, j'ai un truc sympa pour terminer l'émission. Justement, en parlant de ça, je vous propose qu'on passe en revue très vite quels sont les titres qu'on va aborder ce matin pour le mug. Donc, on va faire un petit point sur les performances de Twitter, sur les derniers chiffres qu'ils ont annoncés, les dernières croissances au trimestre dernier. C'est intéressant, des petites choses intéressantes. Reddit, qui de son côté fait une levée de fonds, nouvelle levée de fonds, et qui parle un petit peu de ses projets, très peu, hein, on en sait très peu, mais bon quand même, des choses intéressantes quand même à discuter. Et puis on parlera de la news du jour, c'est évidemment le hack de CD Projekt Red, la société qui a réalisé le jeu Cyberpunk 2077 qui a buzzé pour le bien ou le pire, ou pour le pire ou le meilleur, hein, voilà, je sais pas comment le dire, en fin d'année, mais on reviendra donc sur ce jeu qui a marqué les esprits, et on parlera justement de qu'est-ce qui s'est passé sur ce hack. Et puis on parlera aussi d'une expérimentation technologique avec Oppo, cette fois-ci, qui s'essaye également à avoir un téléphone dont l'écran peut s'agrandir. Mais attention, il ne va pas forcément jouer sur le même créneau que le Galaxy Fold, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément se plier. Donc intéressant, on va voir un peu ce qu'ils proposent en termes d'agrandissement d'écran et dans quelle modalité, comment ça va fonctionner. Et puis on parlera aussi des plans produits du côté d'Amazon qui va potentiellement sortir un Echo qui va être directement fixé à un mur et qui va agir un petit peu comme une tablette de contrôle de votre smart home, de votre maison connectée, on en parlera justement. Et puis on ira en France aussi, où une université de Nantes a remporté un Emmy Award. Et pas pour rien, c'est notamment pour un algorithme de compression suite à une collaboration avec Netflix. Donc intéressant, c'est assez étonnant, mais plutôt super intéressant comme projet. Donc autant en parler ensemble. Et puis on parlera également
d'Apple, Apple qui va vous permettre de choisir votre application de musique préférée. Vous savez que déjà on peut choisir son navigateur par défaut, on peut également choisir son application, il me semble, hein, son application de plan par défaut, ça peut être plan d'Apple ou Google Maps ou autre chose, je ne sais pas s'il y a d'autres choix, mais voilà, et donc du coup là, il continue un petit peu sur ce créneau et cette fois-ci s'attaque à la musique, je pense que ça va en ravir certains, moi la première. Donc voilà un petit peu pour les news tech ce matin. Et puis on va terminer la journée parce que je pouvais pas vous laisser sans vous parler du dernier coup de cœur série qu'on a eu. D'ailleurs, ce que j'allais dire moi, mais que Jérôme et moi on a eu dernièrement. Et ça va vous faire rire, en tout cas je l'espère, puisque c'est une série comique néo-zélandaise, attention, exotique, qui s'appelle What We Do in the Shadows, tiré du film du même nom. Voilà, donc on en parlera. Je serai complètement biaisée et partisane puisque j'adore les créateurs de la série. Donc je serai complètement de mauvaise foi et c'est fait pour. Voilà. Donc sans plus tarder, je vous propose de commencer avec le kawa. Et oui, donc on commence avec Twitter qui nous donne des nouvelles de ses performances au trimestre dernier. Donc c'est intéressant, c'est toujours un petit peu intéressant quand même de prendre du recul sur les performances, la croissance, les revenus générés, etc. pour comprendre un peu l'évolution tout simplement de la plateforme par rapport aux objectifs que potentiellement il s'était fixés, par rapport aux attentes du marché, ce qui n'est pas du tout la même chose, hein, et la performance qui se passe vraiment factuellement. Donc qu'est-ce qui se passe ? A priori, là, ce qu'on voit, c'est que Twitter a eu un boost significatif du nombre d'utilisateurs en 2020, hein, qui est quand même particulièrement lié aux événements mondiaux qui ont pu se passer en 2020, évidemment la crise sanitaire, tout le climat politique aux États-Unis qui a généré de nombreuses discussions. Voilà, il y a eu pas mal d'éléments qui ont boosté la plateforme. Certains se disaient notamment que Donald Trump était un grand vecteur de croissance et d'activité chez Twitter. Eux nous disent que depuis qu'ils ont banni, anglicisme, depuis qu'ils ont banni Donald Trump de la plateforme, ils n'ont pas vu ou noté de ralentissement en termes de croissance d'utilisateurs ou de nombre d'utilisateurs actifs sur la plateforme. Donc c'est plutôt positif pour eux, mais mine de rien, Donald Trump, c'est quand même curieux de se dire, est-ce qu'il a quand même pas été un vecteur pour ramener pas mal d'utilisateurs sur la plateforme Twitter, les aider à utiliser Twitter, etc. Parce qu'au moins, il y avait un compte très bien identifié par de nombreuses personnes à suivre, etc. Donc, à voir. Après, il y a une différence entre utilisateurs actifs qui postent, qui like, etc. et utilisateurs qui fait juste peut-être lire. Je ne sais pas comment ils font exactement leur mesure d'utilisateurs actifs journaliers, par exemple. Voilà, je ne sais pas comment ils définissent l'utilisateur actif en tant que tel. Il y a plusieurs degrés possibles. Mais bon, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont eu quand même une croissance de nombre d'utilisateurs. Donc ils sont passés ils sont passés en fait à 192 millions d'utilisateurs, alors que les attentes ici en termes de croissance, c'était 193,5 millions. Donc voilà. Donc là, c'est légèrement en dessous des attentes du marché, mais il y a quand même eu une grosse croissance puisque c'était quand même une croissance de 27% année après année par rapport à la précédente année. Donc c'est quand même une belle performance, à savoir qu'ici, jusqu'ici, c'était quand même la bête noire de Twitter. Et ce qu'on pouvait lui reprocher, c'était la plutôt faible croissance, entre guillemets, toujours à prendre un peu avec des pincettes ce genre de remarques, c'est en comparaison avec la croissance de d'autres plateformes sociales potentiellement, mais voilà, c'était quand même quelque chose qu'on pointait du doigt du côté de Twitter, c'était la croissance qui n'était pas aussi impressionnante que d'autres plateformes. Là, ils ont quand même marqué une croissance de 27% depuis l'année précédente, et certes, ils n'ont pas atteint les chiffres qui étaient attendus par le marché, c'était pas forcément les chiffres que eux s'étaient mis en objectif, mais ils en sont pas si loin, donc c'est ça qui est intéressant. En tout cas, en termes d'autres chiffres à retenir,
Il y a le revenu, enfin le revenu par action, les gains par action, c'est 38 centimes qui a été fait par rapport à une prévision de 31 centimes. Donc là, encore une fois, c'est intéressant. C'est Refinitiv qui avait fait ces prédictions. Ils avaient également prévu des revenus à hauteur de 1,19 milliard de revenus et Twitter a battu cette prévision puisqu'ils ont eu un revenu de 1,29 milliard. Voilà, donc là c'est intéressant, c'est assez étonnant puisque, et c'est ça qui est intéressant aussi dans la performance de Twitter, c'est que certes ils n'ont pas atteint la croissance que le marché attendait, mais ils ont battu les revenus que le marché attendait. Donc en fait, au final, c'est encore un peu meilleur, c'est-à-dire que le moins d'utilisateurs valent plus, entre guillemets, ou génèrent plus de revenus. Donc ça, c'est aussi un signe super, super intéressant. Et pourquoi ça se passe ? Tout simplement parce que Twitter a beaucoup investi sur notamment les formats publicitaires l'année dernière, ce qui a prouvé du coup donc un boost en termes de revenus. C'est ce qu'ils disent, ils ont vraiment investi dans tous leurs produits publicitaires l'année dernière, et donc ce qui a généré une augmentation de 31% du total des revenus publicitaires par rapport à l'année dernière. Donc ce qui explique justement une meilleure valorisation du nombre aussi d'utilisateurs. Voilà. Donc ce qui est intéressant également, c'est que par contre Twitter joue un peu la prudence puisque ils ont annoncé qu'ils allaient augmenter leur nombre d'employés de 20% en 2021. Chapeau quand même en termes de, parce c'est pas une petite équipe Twitter, donc augmenter de 20% c'est quand même un gros challenge. Je pense, j'ai plus en tête le nombre d'employés de Twitter, et donc du coup ils anticipent notamment des coûts et des dépenses qui vont augmenter de 25% en 2021. Donc voilà, donc là ils essayent un petit peu de tempérer les attentes, etc. en donnant un peu plus de visibilité sur les enjeux qu'ils vont avoir en 2021 pour éviter que le marché s'emballe sur les chiffres qui ont été communiqués sur le dernier trimestre. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils explorent d'autres pistes de revenus, mais ça, c'est pas vraiment nouveau. C'est le challenge un peu de Twitter, c'est comment monétiser cette plateforme. Et notamment, ils sont en train de tester une monétisation par abonnement. Donc, à voir si ça va fonctionner. Ils sont aussi en train d'explorer d'autres types d'expressions éphémères, comme je sais plus comment ça s'appelle sur Instagram, sur Twitter, pardon. Ça s'appelle Story sur Twitter, c'est les flits. Les flits sur, alors, ça s'appelle les stories sur Instagram, ça s'appelle les flits sur Twitter. On va y arriver. Et ils sont également en train de tester le format audio, un peu à la Clubhouse, dont on a déjà parlé, les formats audio, les groupes de conversation audio en direct. Donc, à voir un petit peu comment ça va évoluer, si ça fonctionne, s'ils convertissent à déployer ça à l'échelle mondiale sur Twitter, à suivre. Donc, on vous tiendra évidemment au courant des évolutions de Twitter. Je lis un petit peu vos commentaires. C'est fou comme Twitter est devenu plus calme sans Trump. C'est clair. C'est clair. Et c'est là où moi je suis un petit peu étonnée, notamment qu'ils disent que le départ et le bannissement de Donald Trump n'a pas du tout impacté les chiffres. Après, peut-être que la tendance doit se faire un peu plus sur le long terme. À voir. Après, ils centralisent la plateforme principale Twitter vu qu'ils ferment bientôt Periscope. Oui, Hamilton, t'as raison de rappeler ça. Ils vont un peu se recentrer sur ce qui fonctionne sur l'essentiel et notamment arrêter de maintenir Periscope parce que les gens peuvent se dire ils peuvent laisser Periscope tranquille. Non, en fait, un service, ça nécessite de la maintenance perpétuelle, qui est plus ou moins coûteuse, ça je suis pas capable de juger, je fais pas partie des équipes de Twitter, mais voilà, ça va permettre aussi à la société de centraliser, les personnes qui étaient en train de charger la maintenance de Periscope vont pouvoir se concentrer uniquement sur Twitter aussi, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, ça va réduire aussi les coûts, mine de rien, ou ça va les reporter sur quelque chose qui a plus de valeur pour la boîte, qui est plus aligné avec leurs objectifs.
4 900 effectifs chez Twitter, ouais. Donc pas mal, hein, quand tu te dis 20% de plus en termes d'employés, c'est pas mal. Voilà. Voilà en tout cas pour les petites news concernant Twitter. On continue avec une autre petite news et cette fois-ci c'est du côté de Reddit. Je voulais vraiment vous en parler parce que c'est intéressant. Alors la news c'est tout simplement, c'est ce que je vous ai dit en introduction ce matin, hein. C'est Reddit qui a fait une nouvelle levée de fonds, hein, de 250 millions de dollars, donc pour un tour de table série E, donc ça fait plusieurs tours de table qui font, hein, puisqu'ils en sont à la lettre E. Et ils indiquent qu'ils vont eux aussi augmenter leurs objectifs, ils vont carrément les doubler en 2021. Voilà, donc ça c'est intéressant, donc ça a été annoncé hier tout simplement, et ça porte le financement de Reddit, de la plateforme, à 800 millions de dollars en total levé, hein, sur le cycle de vie en tout cas de la start-up. Voilà. Et d'ailleurs, la dernière levée de fonds, pour rappel, elle s'était faite il y a 2 ans maintenant, puisque c'était en février 2019, et c'était avec le chinois Tencent. Ils avaient levé 300 millions de dollars. Donc ça amène la valorisation totale de Reddit à 6 milliards, il me semble, hein. Là, je ne l'ai pas dans l'article, peut-être, mais je l'avais vu dans un autre article. Ouais, il me semble que ça amène, hein, la valorisation totale de la société actuellement à 6 milliards de dollars, ce qui est pas mal. Voilà. Pour rappel, en termes de dernière actualité du côté de Reddit, en décembre 2020, ils avaient notamment fait l'acquisition de la plateforme de partage Dubsmash. Vous savez, c'est une startup dont on avait parlé, qui avait été créée en 2014 par une équipe new-yorkaise et qui est tout simplement spécialisée dans la création et de partage de vidéos très courtes, hein, sa concurrence TikTok notamment, et ils avaient mis une application qui permettait à un utilisateur de faire des vidéos en playback via une technologie de synchronisation de visage. Voilà. Et donc c'est vraiment complémentaire pour Reddit, puisque pour Reddit, pour rappel, c'est une plateforme spécialisée dans le partage de contenu et les discussions communautaires, puisque vous pouvez créer différentes communautés dans Reddit. Il y a les subreddits notamment, et donc il y a plein de sujets différents que vous pouvez suivre. En fait, vous pouvez vraiment trouver ces plein de forums, on va dire, rassemblés au même endroit sur Reddit, le nom de domaine Reddit, mais auquel chacun peut avoir son URL avec le nom du subreddit dans l'URL. Et donc, vous pouvez trouver un peu tous les sujets que vous aimez. Moi, par exemple, j'ai des subreddits sur mes artistes préférés. Par exemple, je sais plus ce que je suis. J'avoue que j'y vais pas super souvent. Mais qu'est-ce que je suis, moi, je contribue pas, mais voilà, je suis par exemple Arctic Monkeys, Arlo Parks, Baldur's Gate 3, voilà. Qu'est-ce que je suis plus France, il y a un thread, enfin un subreddit France. Il y a des trucs, je savais même pas que je les suivais, ça a dû me les faire suivre automatiquement. The Last Shadow Puppets, The Strokes, voilà, principalement. Donc voilà, vous avez vraiment un peu tous les subreddits que vous voulez par rapport à vos sujets d'intérêt, vos passions que vous pouvez trouver sur Reddit. Et donc c'est cool parce que ça vous permet de partager avec des personnes qui ont le même centre d'intérêt. Et donc évidemment, dans cette optique-là, vu que Reddit, le cœur de Reddit, c'est donc de créer des échanges et de nourrir ces échanges communautaires, c'est donc de donner des différentes manières à cette communauté de pouvoir s'exprimer. Alors on peut déjà partager des liens, faire des sondages, etc. Mais avec l'achat justement de Dubsmash, on voit qu'ils misent un petit peu sur le contenu vidéo, un peu buzz, un peu similaire pour concurrencer un peu Snapchat, TikTok et Instagram ou Facebook avec les Reels. Donc c'est assez intéressant. Ils essayent un peu de mettre le paquet là-dessus. À voir, hein, évidemment, ce qu'ils vont développer dans les mois, années à venir. Mais on sent en effet qu'ils essayent de rester pertinents
À savoir que Reddit, on en a beaucoup parlé dernièrement, hein, notamment avec ce qui s'est passé avec la bourse, hein, avec GameStop notamment, et le subreddit qui avait permis aux personnes de s'organiser pour justement racheter les actions qui étaient attendues pour être dévalorisées, mais qui finalement avaient fait grimper la valeur, hein, pour contrecarrer la stratégie de certains. Et également, ils avaient été sous le feu des projecteurs pour quelque chose un peu moins pas forcément très très positif. C'était cette fois-ci le subreddit pro-Donald Trump, qui avait notamment qui avait aidé notamment à organiser les manifestations au Capitole, etc. Donc à voir, c'est vrai qu'en termes de modération, comme c'est une plateforme particulièrement ouverte, et il y a de la modération notamment faite par la communauté, c'est quand même un challenge assez compliqué en termes d'image. Et son image a été un petit peu écornée. Donc c'est un des challenges que Reddit devra relever, en tout cas dans les temps à venir. Ce qui est intéressant également, c'est que dans l'actualité, Reddit a profité de l'événement du Super Bowl. Vous savez, ça s'est déroulé récemment, je crois que c'était la semaine dernière. C'était le 7 février, donc c'était ce week-end. Attendez, on est le 10. Oui, c'est ça. 10. On est mercredi. 8, 9, c'était dimanche. Ok. J'ai un petit peu du mal. J'ai l'esprit un peu lent ce matin. Et donc, du coup, ils ont profité de l'événement du Super Bowl, qui est un des événements, je pense, l'événement le plus suivi. Je crois que j'avais vu un article justement en début de semaine, l'événement le plus suivi, en tout cas aux États-Unis. Hein. C'est vrai que dans le reste du monde, peut-être un peu moins. Mais en tout cas, il y a la mi-temps, la coupure du Super Bowl, voilà, où il y a plein il y a des événements culturels, il y a une performance musicale, là c'était The Weeknd qui a fait sa performance, etc. Il y a également des spots publicitaires où les marques investissent tout spécialement pour faire des formats publicitaires adaptés au Super Bowl, puisqu'ils savent que ils vont atteindre un public énorme, et que généralement on parle énormément de ces pubs après coup. Il y a eu notamment une pub qui reprenait un peu Édouard aux mains d'argent, avec Timothée Chalamet et l'actrice que j'aime bien aussi, que j'ai perdu son nom. Donc c'était rigolo, j'ai pas trouvé la pub très intéressante en tant que telle, c'était pour une voiture, mais c'était rigolo, quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des choses spécialement créées. Et là, Reddit a fait ça également. Ils ont créé une pub pour le Super Bowl, mais ils avaient pas énormément de budget, puisqu'au final, ils ont coulé tout le budget marketing qu'ils avaient dans 5 secondes d'antenne au Super Bowl. On peut se demander si c'était vraiment pertinent, sachant que le texte en plus qui est affiché pour lire n'est pas forcément super lisible en 5 secondes. À voir, j'ai mon avis personnel là-dessus. Ils verront les retombées de leur côté. Mais en tout cas, je pense qu'ils voulaient aussi faire un coup symbolique pour peut-être devenir un peu plus mainstream et faire partie, voilà, du Internet mainstream, puisque Reddit, quand même, c'est plutôt un repère de personnes qui s'y connaissent particulièrement. Excusez-moi, j'ai des onglets qui s'ouvrent sans que je les demande, et du coup, je perds vos commentaires dans la chatroom. Donc voilà, en tout cas pour Winona Ryder, merci The Nexus 7. C'était ça, c'était Winona Ryder avec Timothée Chalamet dans la pub. C'était rigolo. Hamilton, tu me dis, le Super Bowl est carrément le 7e événement le plus suivi au monde. Ok, donc moi je m'étais arrêtée aux États-Unis, mais c'est carrément le 7e événement le plus suivi au monde. Bon, j'avoue que je suis curieuse de connaître le classement, mais c'est pas le sujet du mug. On va essayer de rester concentré, mais je suis très 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 tentée de savoir quels sont les premiers événements, etc., le palmarès. Mais merci en tout cas, Milton, d'avoir partagé cette info. Voilà, du côté de Reddit, on verra ce qu'ils vont prévoir en tout cas pour 2021. C'est vrai que pour l'instant on a peu d'informations, mais ça reste super excitant. On continue avec la news du jour, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est du côté de Cyberpunk 2077. Vous savez, le jeu dont
tout le monde a parlé, et comme je disais, pas forcément pour d'une manière flatteuse, on va dire ça, parce qu'ils ont connu pas mal de déboires au lancement du jeu. Évidemment, on va pas forcément revenir là-dessus ce matin, c'est pas le sujet de la news, mais ce qui s'est passé, c'est que la société qui a réalisé le jeu vidéo Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, a subi une attaque rançongicielle, petit mot français, qui ne marche absolument pas, mais bon, écoutez, c'est l'Académie française qui fait ses choix, hein. Voilà, et donc ils ont subi une attaque, et ils l'ont annoncé, communiqué en tout cas publiquement sur Twitter. Alors, ce qu'il faut savoir, parce que je pense qu'il y en a qui vont commencer à stresser, à paniquer, etc. Parce que je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui jouent à Cyberpunk 2077. C'est que déjà, aucune donnée des utilisateurs du jeu n'ont été accessibles aux hackers. Ok ? Donc déjà, vous pouvez être tranquille, vos données n'ont pas été touchées, n'ont pas été vues, etc., n'ont pas été compromises. Donc ça, on peut se rassurer là-dessus. C'est déjà une très bonne nouvelle pour CD Projekt Red, ça limite la casse. La casse, elle est plutôt du côté de l'équipe, enfin, plutôt du côté de l'équipe, plutôt du côté du code du jeu, on va dire ça comme ça, parce que tout simplement, tout simplement, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une machine qui a été contaminée par un rançongiciel, ce qui veut dire que ils ont déposé un fichier sur chaque ordinateur infecté et qui fait donc office de demande de rançon. Si la victime paie, les hackers s'engagent à déchiffrer les fichiers et ainsi à réparer leurs méfaits. Mais si la société n'accepte pas de payer la rançon, eh ben, les malfaiteurs vont garder, loquer, bloquer les fichiers qui appartiennent à la société qui a créé le jeu, quoi. Donc c'est un vrai problème, parce que pour le jeu Cyberpunk 2077, ou pour tout service, hein, il faut pouvoir accéder aux fichiers qu'on utilise pour améliorer, fixer le jeu, etc., et pour continuer à travailler dessus, quoi. Donc là, a priori, en tout cas, CD Projekt a refusé de payer la rançon, ce qui veut dire que finalement, ils s'en sortent peut-être pas si mal que ça, justement, par rapport à cette attaque. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, ils ont des sauvegardes qui n'ont pas été impactées. Donc, en fait, ils ont quand même encore accès au code source du jeu. Ça va pas les bloquer et ça les met pas en danger par rapport à sortir du développement, des fixes, et à améliorer le jeu et à continuer à construire des jeux vidéo sur les avancées qu'ils ont fait avec notamment Cyberpunk 2077. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc du coup, a priori, voilà, les codes sources sont encore disponibles dans des sauvegardes. Par contre, ce qui se passe aussi, c'est que certes, généralement, les hackers mettent en une menace qui est vous n'avez plus accès aux fichiers. Et là, le second niveau de menace, c'est on va dévoiler vos secrets au grand public, évidemment. Et donc là, en gros, c'est combien vous valorisez le secret du code source du jeu vidéo Cyberpunk 2077, où potentiellement il y a des avancées techniques, des innovations en termes de jeu et de développement, etc. Et donc tout ça, ça va le rendre public à toutes les autres sociétés de jeux vidéo, mais bon, pas que, hein, mais notamment les compétiteurs, et potentiellement leur donner un avantage pour récupérer les innovations de Cyberpunk 2077 et en faire bénéficier leur propre jeu ou leur prochain jeu, etc. Donc évidemment, ça va heurter en termes de compétitivité la société CD Projekt Red. Bon, a priori, ils sont pas super inquiétés. C'est un choix qu'ils ont fait de ne pas payer la rançon. Mais ce que ça montre, en tout cas, cette attaque, c'est qu'il y a un nouvel intérêt qui est vraiment croissant dans le domaine du jeu vidéo, hein, par ces hackers, puisque c'est loin d'être la première société qui a été visée, puisqu'en octobre 2020, Ubisoft et Crytek avaient subi justement le même type d'attaque. Donc on voit un petit peu que le secteur du jeu vidéo vient de plus en plus sur le devant de la scène, notamment en termes de monétisation qui augmente, etc. Et donc du coup, ça attire évidemment l'attention des hackers pour se faire entendre. Voilà en termes d'attaque. Tout à fait, Sarah Guigou.
Guigu, je sais pas comment prononcer ton pseudo exactement. Tu nous dis c'est jamais garanti si tu paies que tu retrouves tes données. Tout à fait, tout à fait. Et c'est le problème de la rançon, c'est-à-dire, et c'est comme le système de rançon en IRL, on va dire ça, in real life, c'est que on te demande une rançon, mais t'es pas garanti que le hacker derrière accède et tienne sa parole. En tout cas, c'est surtout ça. Donc, c'est vrai que c'est un vrai problème. Et donc, si possible, ne pas céder justement aux pressions et au chantage, parce que c'est du chantage, hein, des criminels, ben, ça permet justement d'abord d'économiser des sous, voilà, et d'éviter d'être dans l'inconnu et de reprendre un peu le contrôle de la situation, quoi. Quand on peut se le permettre, tout le monde ne peut pas se le permettre. C'est-à-dire que si tu n'as plus du tout accès à tes fichiers, ben là, t'es pas dans la même position. Là, a priori, ils ont quand même accès aux sauvegardes. Nintendo, Ubisoft, Capcom, ils se sont tous fait hacker. Bah ouais. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Il y en a qui sont sur les événements, la suivi. C'est un business qui rapporte et les pirates vont là où il y a de l'argent. Exactement, pef. C'est ça. Et ce qu'on sait, c'est que même si Cyberpunk 2077 a souffert de nombreuses critiques, etc., ça reste un succès commercial. Et donc, du coup, qui dit succès commercial dit c'est des Project Red, des blindés. Et donc, le but, c'est on va les viser pour aller leur soutirer un peu d'argent. Voilà. Tout simplement. Hein. Il n'y a pas de magie là-dedans. Ils enchaînent 3 mois difficiles quand même. Oui, ça commence à faire beaucoup, Vincent. Ça commence à faire un peu beaucoup pour CD Projekt, ouais, c'est clair. Il ne faut pas donner de sous car ça les alimente en cash pour faire de plus grosses attaques. Oui, Sébastien, mais encore une fois, il faut être dans une position... Enfin, Sébastien, pas mal. C'est bien, ou plutôt, ouais. Je sais pas comment tu veux qu'on le prononce. Oui, en fait, le problème, c'est ça dépend dans quelle situation tu te trouves. Si tu as le couteau sous la gorge, c'est-à-dire que tu n'as plus du tout accès à tes fichiers qui sont ce qui te permettent de travailler et que tu as mis 2 ans, 3 ans à développer un jeu vidéo et que ça voudrait dire de repasser minimum 1 an et demi, on va dire que maintenant que tu as déjà fait le jeu, tu peux te rappeler comment tu l'as conçu et aller un peu plus vite, quand même. C'est un gros, gros coup. Voilà. Oxymore nous dit qu'il a eu un client qui s'est fait avoir une fois, qu'il n'a pas payé, il a perdu toutes ses données. Ouais. Même si c'est déconseillé de payer, les hackers ont quand même un intérêt à libérer les données, ça leur donne de la crédibilité pour les prochains hacks. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, tout simplement, c'est quoi le but des hackers? Si le but des hackers, c'est de récupérer de l'argent, voilà, de se faire du blé, il vaut mieux qu'ils tiennent leur parole, parce qu'en fait, sinon, ça sera connu comme méthode de soutirer de l'argent sans tenir sa parole, et donc le prochain aura d'autant moins d'intérêt à payer. Voilà. Si leur but, c'est de bloquer les données, bah, ils vont pas libérer les données. Et donc, dans ce cas, il n'y a même pas d'intérêt à demander une rançon. Ou là, c'était juste la cerise sur le gâteau, quoi. Mais bon. Donc voilà en tout cas pour Cyberpunk 2077 et CD Projekt Red. Voilà, fin d'année, début d'année un peu difficile quand même pour eux. Hein. On verra si ça se calme un peu dans le futur. En tout cas, juste pour clôturer et rappeler, uniquement le code source du jeu a été accédé. A priori, ils ont des sauvegardes. Aucune donnée des utilisateurs n'a été compromise. Donc ça, voilà, c'est plutôt rassurant, quoi. En tout cas, on enchaîne. Je vous propose d'enchaîner avec un autre article intéressant, très intéressant particulièrement aujourd'hui. C'est une expérimentation technologique du côté de Oppo. Qu'est-ce qui se passe? De quoi il parle exactement? Bah, tout simplement, Oppo a présenté un concept de smartphone extensible. Alors, on en a déjà parlé, hein, du côté de Samsung notamment. Je sais que Jérôme vous en a parlé avec le Galaxy Fold. Vous savez, ce smartphone avec l'écran qui se plie.
et donc qui est protégé et qui peut bénéficier du coup d'un grand écran ensuite, mais sur lequel, pardon, on voit quand même une certaine pliure de l'écran. Et là, c'est intéressant parce que du coup, c'est une pliure qui a été critiquée, même s'ils ont amélioré avec les différentes générations, avec les 2 générations. Là, il y a Oppo qui propose du coup une approche différente. Et c'est ça qui est intéressant. Et tout ça, c'est lié avec la flexibilité la flexibilité de cette dalle d'écran qui permet des choses qu'auparavant on ne pouvait pas se permettre sur ce type d'appareil. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement au lieu de compter sur un smartphone avec une pliure au milieu, donc sur la flexibilité de l'écran liée sur cette pliure, eh ben Oppo a choisi la technique de l'enroulage de l'écran. Donc ça c'est intéressant. Du coup, je vais essayer de vous montrer. Hop. Alors c'est pas le visuel le plus intéressant. Je vais vous montrer la comparaison entre le Galaxy Fold déplié et du coup l'Oppo X 2021 qui est déplié également, en tout cas déroulé dans ce cas-là. Voilà, donc celui qui est, je sais pas dans quel sens vous voyez l'image, le plus large, on va dire ça comme ça, le plus large que vous voyez sur l'écran, beaucoup moins parce que du coup la luminosité s'est ajustée. Voilà, le plus large, le plus loin du bas de l'image, c'est le Galaxy Fold. Et vous voyez un petit peu d'ailleurs la pliure au milieu. Ils ont bien pris la photo pour qu'on voit justement avec la réflexion la pliure du Galaxy Fold. Et à côté, vous pouvez voir le format du Oppo X 2021 lorsque l'écran de celui-ci est donc déroulé. Ici, pas plié. Et donc, comment ça se déroule? Tout simplement, en fait... alors, hop... Est-ce que j'ai une autre photo qui monte un peu? Mais en fait, sur le bas de l'écran, il y a si vous souhaitez en voir plus, il y a une vidéo qui est disponible dans Nowtech. Enfin, c'est pas Nowtech qui a fait les vidéos, pardon. Il y a un article qui est disponible dans le Flipboard Nowtech et qui a été réalisé par Frandroid. Et qui montre un petit peu la prise en main. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous appuyez sur un bouton qui est le même bouton que le bouton de démarrage. Et en fait, ça va permettre à l'appareil automatiquement de s'élargir. Et en fait, l'écran sur le côté, on voit que sur les bords du smartphone, l'écran est incurvé. Et donc, en fait, cette courbe permet justement de dérouler l'écran qui passe derrière et hop, le dérouler comme ça pour agrandir la dalle de visualisation. Voilà. Le Oppo, c'était celui du bas, tout à fait, le tutorien. C'était celui qui était un peu moins large, mais un peu plus haut. Voilà. Donc c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant ici? Parce que du coup, ils font le parti pris d'avoir un usage plutôt smartphone qu'on a un peu aujourd'hui. Alors la dalle déjà de départ est quand même assez généreuse puisqu'on a une diagonale de 6,7 pouces dès le départ. Et lorsqu'on agrandit l'écran, on va aboutir à une diagonale de 7,4 pouces. Voilà. Donc c'est une petite tablette. On va dire ça comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que Samsung, eux, de leur côté, ils ont fait le parti pris d'avoir un grand écran tout le temps, c'est-à-dire que pour utiliser le Galaxy Fold, vous devez le déplier, et donc vous avez tout le temps, par défaut, quand vous utilisez smartphone, une grande surface. Oppo, eux, ils ont un autre parti pris, qui est du coup d'avoir un usage distinct entre smartphone, tablette, c'est-à-dire que lorsque vous voulez un smartphone compact, facile à trimballer, etc., vous avez le format smartphone. Dans la vie de tous les jours, dans la rue, c'est peut-être plus pratique, etc., pour se balader, Je sais pas, c'est les hypothèses que je fais. Et puis, quand vous êtes peut-être chez vous ou dans le métro, dans un transport, etc., vous voulez peut-être profiter d'un plus grand écran, vous êtes plus stable aussi, il y a moins de risques. Là, vous allez passer sur le mode grand écran avec la diagonale de 7,4 pouces. Donc ça, c'est assez intéressant. Moi, personnellement, en termes d'usage, je pense que y a en effet ces grands écrans type Galaxy Fold, ça ne se prête pas à l'usage de tous les jours. Voilà. C'est mine de rien, manipuler ce type de format déplié, c'est galère. Je le dis déjà parce qu'en plus, je suis repassée sur un iPhone 12 mini. C'est-à-dire que je suis allée sur un smartphone plus petit que mon précédent smartphone. Il me semble à peu près, ou c'était un peu équivalent, je sais plus. Je crois qu'en termes de taille d'écran elle-même, c'est à peu près équivalent, mais en termes de taille de smartphone, c'était un peu plus compact. Je sais plus, j'avais un iPhone 10 avant. Mais voilà, donc c'est là où c'est intéressant, où ils explorent
différentes approches en tout cas avec, ce que la nouvelle technologie permet. La technologie, c'est la flexibilité de certains écrans et donc par rapport à cette innovation technique, on va avoir du coup des concepts différents qui vont tirer parti de cette avancée technologique de différentes manières et on verra du coup laquelle prend plus. Est-ce que ça prend? Voilà, ça peut ne pas prendre là, voilà. Et si ça prend, c'est dans quelle approche? Et là, les 2 qu'on a, actuellement, c'est pas forcément les 2 seuls qu'on aura dans le futur, quoi. Il y aura peut-être d'autres choses. Alors on a Bidibule, qui pense tout de suite à l'aspect très, très pratique et Rhinoshield, il pense aussi à la coque enroulable. Très bon point. C'est qu'en effet, les coques, ça va être un peu compliqué. Après, tu peux avoir des matières qui sont plus ou moins extensibles, etc. Est-ce que ça va pas impacter du coup la manière dont la coque adhère au smartphone? Évidemment. En fait, là, on est vraiment bidibule à l'échelle de concept, hein. Donc en fait, juste le smartphone n'est pas utilisable en tant que tel. Pour être très clair, il n'y a pas de bouton de volume. Enfin, il y a la prise du smartphone, elle est un peu à cheval avec la zone qui s'étend. Enfin, il y a plein de choses qui fonctionnent pas. Et en fait, Oppo s'en fout un peu. Ils vont pas commercialiser ce smartphone. C'est un proof of concept. C'est un POC, comme on appelle. C'est juste une expérimentation de produits pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, et voilà, explorer. C'est une tentative, ils n'ont pas du tout de plan de commercialisation. Donc pour ceux qui s'excitaient un petit peu là dans la chatroom, pour ceux qui ont qui avaient envie de l'acheter, on n'a pas de prix, il n'y en aura pas, et il n'y a pas de plan de commercialisation pour l'instant. En tout cas, pas sur ce produit en tant que tel, parce qu'en fait, il y a des choses qui ne sont pas pensées, il y a des boutons, etc., qui ne marchent pas. Autre point intéressant sur du coup la transition, parce que du coup, qui dit écran qui s'agrandit veut dire aussi comment on gère la transition sur l'interface en tant que telle entre un écran smartphone et un écran tablette. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la vidéo, on voit bien que sur l'OS du Oppo, bah, la transition se fait plutôt naturelle, c'est-à-dire que l'espace entre les icônes va naturellement s'élargir, etc. Et en fait, c'est vraiment au fur et à mesure où l'écran s'étend, les icônes s'espacent. Et donc, c'est très, très fluide. Ça marche très bien. Voilà. Par contre, sur tout le reste, c'est-à-dire les applications, le navigateur, etc., les sites web et tout, en fait, vous avez juste un vieux fondu dégueulasse. On s'en fout peut-être, hein. Voilà, mais vous avez juste un fondu entre la visibilité smartphone et la visibilité tablette. Alors, à voir, notamment pour les sites internet, c'est peut-être lié parce qu'on a des breakpoints sur la taille d'écran et donc on est un peu mi-chemin entre tablette, smartphone et généralement les sites internet peuvent s'adapter avec des layouts. J'utilise des mots un peu techniques là, des organisations de pages un peu différentes en fonction de la taille de l'écran. Et il y a d'autres sites internet qui sont complètement flexibles, c'est-à-dire qu'au moment où vous resizez votre fenêtre de navigateur, ce qui est en fait un peu ce qui se passe ici, hein, ben vous avez vraiment tout qui bouge voilà, de manière très très flexible. Il n'y a pas de transition ou de saccade d'une étape à l'autre, quoi, d'une taille à l'autre. Voilà, donc là, bon, c'est un peu des précisions. Je pense que c'était pas forcément le but là d'Oppo de travailler sur l'interface et la fluidité de transition non plus. Et en plus, il y a des choses, ça sera hors de leur contrôle, notamment Internet. Ils vont pas demander un petit peu à tous les sites Internet de se mettre bien, quoi. Voilà. Donc voilà en tout cas pour Oppo. Si vous êtes curieux, je vous invite à aller regarder la vidéo de Frandroid puisqu'elle dure genre 7 minutes, donc elle est relativement courte et vous pouvez voir justement comment ça se passe. Alors ils ont quand même essayé de solidifier un petit peu hein, les layouts responsifs, ça resize en fonction des breakpoints, c'est ça que tu veux dire? Oui, en fait ça dépend comment tu as pensé ton responsive. Voilà. Après, je suis pas développeur, hein, donc voilà. Mais voilà, il y a des connaissances un peu de base là-dessus. Voilà pour Oppo. Donc, si vous souhaitez un peu voir les vidéos, allez-y, c'est court et facile. On enchaîne avec un autre produit qui pourrait faire son arrivée, ou en tout cas c'est Bloomberg qui nous parle notamment d'une rumeur où Amazon.com serait en train de travailler sur un nouvel appareil Echo. Alors vous savez, Echo c'est la gamme d'appareils avec ses écrans
qu'est-ce que je peux dire? Echo, c'est plutôt les appareils, smart home, je dirais, enfin maison connectée, parce que vous avez aussi des enceintes, hein, qui s'appellent Echo. Ouais, donc ça serait plutôt, ouais, la gamme, plutôt maison connectée et donc il y a notamment les certains produits dans la gamme Echo qui ont des écrans, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient une tablette un peu Echo qui servait un peu dans la maison et cetera, notamment en cuisine pour gérer des choses, balancer de la musique, faire des appels vidéo, et cetera, voir ses recettes et cetera et en fait, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y avait un certain usage qui est passé, que, certaines personnes voulaient mettre ces tablettes sur un mur pour pouvoir les avoir, voilà, vraiment les utiliser comme un hub, un espèce de panneau de contrôle de la maison connectée en gros. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de produits pour fixer les tablettes Echo dans la maison sur un mur, etc. Et donc ils sont partis de ce constat-là, c'est-à-dire détournement, petit détournement, hein, du produit initial d'Amazon pour l'optimiser et potentiellement faire encore une fois prouver un petit peu le concept et l'usage. Et donc cette fois-ci, ils sont en train de vraiment développer un appareil dédié qui pourra se fixer à un mur, mais comme il est pensé en tant que tel, il sera beaucoup plus fin, beaucoup plus optimisé. Vous n'aurez pas acheté un support potentiellement pour le fixer sur le mur, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc ça va être vraiment votre panneau de contrôle pour la maison de connectée. Voilà. Donc pour l'instant, ils ont l'air d'hésiter entre deux tailles d'écran pour ce produit. Il y en aurait un qui a 10 inch, je sais pas, je crois que c'est pouces, hein. Je fais un peu de la traduction en live. 10 pouces, donc plutôt comparable notamment à... c'était la tablette, je crois, d'Amazon, de Facebook, pardon. Attendez, il me semblait qu'il y avait hop, hop, hop. Non, je fais pas. Qui est ouais, non, je sais pas. Je sais pas à quoi ça correspond. Bon, voilà. Ils hésitent entre deux tailles, 10 pouces et 13 pouces. Et 13 pouces qui serait du coup l'appareil le plus grand avec un écran d'Amazon jusqu'ici. Un peu comme le Google Nest. Ouais, en fait, voilà, Lucix, on a les iPads côté Apple qui sont utilisés des fois sur un mur. Moi, c'est le cas notamment au boulot. On utilise, il me semble, hein, de mémoire, ça fait tellement longtemps que je suis pas retournée au bureau en plus. Mais il me semble qu'on a des iPads mini qui sont fixés pour chaque salle de réunion pour booker les salles, etc. Et en fait, c'est assez pratique, vraiment facile à utiliser, etc. Donc on a les iPads du côté d'Apple, on a les tablettes du côté de Google, Google Nest, etc. On a le Echo Show, on avait le Echo Show côté Amazon qui a été détourné pour le fixer au mur. Et donc du coup, là, ils sont en train de carrément optimiser la tablette pour être par défaut utilisée dans cet usage-là. Il y a Azer qui nous dit que la Lenovo Yoga Tab fait déjà ça nativement puisqu'elle a un support d'accroche métallique au-dessus. D'accord. Super. Ouais, c'est un produit Echo qui se fixe au mur, ouais, tout à fait. Enfin, c'est un peu comme le Echo Show, mais qui se fixe par défaut au mur, tout à fait. Edo nous dit que ça fait une diagonale de 25,6 cm. Ouais, c'est pas mal, c'est grand. Pour 10 pouces. Pas mal, pas mal. C'est déjà grand, quoi. Et donc, du coup, on en aurait quelque chose d'un peu plus grand encore, 13 pouces, encore plus grand. Ce qui est intéressant, c'est que, en effet, c'est-à-dire, ça dépend les usages. En fait, plus l'écran est grand, plus tu peux te permettre d'avoir une interface qui est lisible un peu plus à distance. Et c'est vrai que si tu le mets sur un mur, potentiellement, tu veux. Je réfléchis un peu à voix haute, hein, mais voilà, si tu mets dans l'entrée, tu peux le voir à distance quand tu es dans ton salon. Si tu le mets dans la cuisine, tu peux potentiellement avoir les vidéos, les recettes, etc., qui sont plus lisibles. Donc ça marche plutôt bien. C'est vrai que quand tu le mets sur un mur, c'est comme la télé, c'est-à-dire que tu vas avoir une certaine distance pour le voir. Alors qu'une tablette type iPad, ici, tu vas l'avoir un peu plus à proximité. Après, il faut la domotique derrière, ouais. Ouais, oui et non. Enfin,
En fait, tu auras le système intégré, tu auras Alexa dessus. Donc, ouais, tu pourras parler à ton centre de contrôle pour lui demander de balancer du son, de jouer des vidéos, de déclencher des recettes, de déclencher des appels, etc. Donc ça, tu vois, enfin, je pense que ça, c'est inclus dans la tablette. Après, tu peux aller plus loin. C'est-à-dire qu'en effet, tu peux avoir des lumières connectées, tu peux avoir des enceintes connectées, etc. Et du coup, ça va tirer parti, évidemment, de tout cet environnement de domotique. Ouais. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas d'annonce de prix, de date de sortie, etc. Ce sont juste à l'échelle enfin, au niveau du développement, au niveau de l'équipe d'Amazon. Donc il faut pas s'attendre à ce que ça sorte très très bientôt. J'enchaîne juste sur les 2 dernières petites news que je voulais mentionner quand même ce matin avant de passer à la tartine. Voilà, c'est notamment l'université de Nantes qui reçoit un Emmy Award pour la création d'un algorithme de compression pour une collaboration avec Netflix. Donc c'est un algorithme de compression vidéo. Donc ça c'est intéressant, c'est la première fois qu'une université française a ce prix, et c'est le laboratoire de sciences numériques de Polytech Nantes qui est à l'origine de ce travail. Et ça a été un peu à la surprise même du professeur justement à Polytech Nantes, Patrick Lecallet, qui est justement partage l'anecdote qu'il avait reçu le mail mais il l'avait pas cru, il avait cru que c'était un spam. Et en fait, il avait eu ensuite la confirmation, et donc c'est assez rigolo. Il était même pas au courant que ce genre de récompense existait. Moi-même, j'étais pas au courant du tout. Et donc de quoi on parle? Et ben en fait, il s'agit donc alors attendez, j'essaie de vous retrouver pour pas dire de bêtises, parce que c'est vraiment pas mon cœur de métier. On va dire ça comme ça. Alors, j'essaie de vous retrouver ça. Voilà, donc l'innovation en tant que telle, c'est donc un algorithme en open source qui permet de compresser au plus juste, et c'est ça qui est vraiment intéressant, au plus juste de la perception humaine, en gardant donc du coup un maximum de qualité. Du coup, en travaillant en collaboration avec Netflix, pourquoi il y a eu la collaboration avec Netflix, c'était un vrai avantage pour l'équipe? Bah, tout simplement, ça leur a permis d'avoir une capacité de test très très grande, un sample de personnes sur lesquelles tester et de vidéos sur lesquelles tester très très grand. Donc ça, c'est ça qui est aussi hyper intéressant, c'est que Netflix, eux, ils ont tout intérêt à optimiser leur compression, parce qu'en fait, ils se disent, dans une vidéo, en fait, il y a plein d'informations qui sont communiquées, donc plus il y a d'informations, plus c'est lourd à transmettre. Et donc on se dit, bah, si on arrivait à enlever de ce fichier-là toutes les informations visuelles, sonores, qui sont juste pas perceptibles avec notre perception humaine, et ben en fait, au final, t'atterris avec une vidéo qui est de la même qualité perçue par l'homme, mais qui est beaucoup plus légère. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant, et donc du coup qui permet d'optimiser en fonction de la capacité de bande passante, etc., de la performance de votre connexion, etc., et du nombre de personnes connectées. Donc ça permet d'optimiser tout simplement la transmission. Et donc c'est exactement ça, Lucix. Ici, on a un win-win. C'est que Netflix est bien content de tester ça, et eux, ils sont bien contents d'avoir un pool d'utilisateurs de tests aussi large aussi, et de vidéos aussi large. Donc ça, c'est hyper intéressant. Moi, ça m'a fait penser à Pied Piper. Vous savez, la société, fausse société de la série Silicon Valley, qui avait justement sorti un algorithme de compression vidéo et qui essayait de se faire acheter par les boîtes de la Silicon Valley, etc. Donc là, on a ça in real life, sauf qu'en fait, ça vient pas d'une start-up américaine, ça vient d'une université à Nantes. Donc voilà, bravo, chapeau bas à l'équipe. Et c'est que le début, parce qu'ils vont essayer ensuite de développer cette l'approche qu'ils ont eue pour cet algorithme de compression vidéo dans d'autres domaines et l'appliquer dans d'autres domaines. Donc c'est assez prometteur, et c'est que le début pour voilà, l'équipe de chercheurs, etc. Donc c'est super sympa, en tout cas. Et ouais, et c'est en France, Cocorico.
Donc voilà, autant en parler, ça fait plaisir d'avoir ce genre de nouvelles et encore une fois, c'est chouette de pouvoir supporter ce type de recherche avec à la fois des fonds d'innovation, à la fois des fonds de recherche et ces sociétés-là qui vont toujours essayer d'être réactives un peu là-dessus. Voilà, comme quoi on n'est pas toujours à la ramasse. On a un peu cette vision qu'en France, on est un peu lent, on n'est pas super actif. Et ben voilà, la preuve que non, on sait aussi tirer parti de certaines collaborations fructueuses. Donc c'est plutôt très très chouette. Bravo du coup à toutes les personnes qui ont travaillé là-dessus. C'est excitant de savoir ce qu'ils vont faire prochainement. Et donc pour ceux qui souhaitent en savoir plus, évidemment, il y a un article qui rentre beaucoup plus en détail dans ce qui s'est passé, et notamment leur prochain projet en ce qui les concerne. Et puis on termine les news tech avec une toute petite news du côté d'Apple. Qu'est-ce qui se passe du côté d'Apple? Tout simplement, c'est avec iOS 14.5 qu'on commence à avoir des informations là qui arrivent. Et tout simplement, la version 14.5 serait déjà riche en nouveautés, notamment support des manettes PS5, Xbox Series, également le support de l'écriture manuscrite sur iPad, etc. Mais l'autre nouveauté qui, moi, me fait particulièrement plaisir, c'est que vous allez pouvoir définir votre service de streaming musical par défaut. Un peu comme le navigateur, comme l'application de cartographie que vous utilisez par défaut sur votre smartphone, etc. Et enfin, du coup, moi, par exemple, j'utilise Spotify et du coup, ça me saoule quand je peux pas utiliser certaines fonctionnalités natives. Et là, tout simplement, l'assistant Siri sera en mesure de contrôler la musique sur Spotify et ouvrir par défaut, du coup, Spotify ou les autres services. Là, moi, je dis Spotify parce que c'est mon cas d'usage, mais il y aura également, du coup, YouTube Music, Deezer, etc. Donc là aussi, Deezer, Cocorico, ils vont être bien contents, je pense. Donc ça, c'est bien. Encore une fois, c'est aussi... Alors, là où ça peut étonner certains, c'est que certains se disent « Non, mais c'est bizarre, Apple, c'est plutôt un environnement fermé, etc. » Je pense qu'il y a deux choses là-dessus qui jouent en faveur, du coup, de ce mouvement de la part d'Apple. C'est qu'il y a d'abord, il y a certaines attaques de monopole, d'anticompétitivité qui planent sur Apple. Et donc, du coup, ne pas permettre une aussi bonne expérience avec des services tiers qu'avec les services natifs d'Apple, ça rentre un peu là-dedans. En tout cas, ça peut être un argument. Je ne suis pas en train de les attaquer, mais ça peut être un argument sur l'anticompétitivité d'Apple potentiellement. Donc, ils ont intérêt à un peu être plus flexibles, on va dire ça comme ça. L'autre part, c'est que tout le monde dit Siri, c'est un peu à la ramasse, quoi, par rapport à d'autres assistants vocaux. Google Assistant, Alexa chez Amazon, etc. Ils sont pas flexibles, un peu à la ramasse, etc. Et donc du coup, là, ça va potentiellement, encore une fois, améliorer l'usage ou booster l'usage de Siri auprès de certains utilisateurs. Voilà. Donc il y a deux arguments qui vont en faveur justement de cette ouverture d'Apple concernant les services de streaming musicaux. Donc voilà, c'était juste ça comme petite news. On a fait le tour des news tech ce matin. Je vous propose de tranquillement terminer l'émission en rigolant avec une série télé que je vais vous recommander. C'est La Tartine du Mug. Et voilà, c'est la fin des news tech. Donc, je fais une petite pause pour reprendre mon souffle. Louis Grasset nous dit, même si effectivement ils ont fait beaucoup d'efforts, ça continue de s'ouvrir aussi via Windows et applications musique et podcast. Ouais. Ouais, et puis bon, il y a quand même certaines ouvertures qui ont été critiques pour Apple. Souvenez-vous, iTunes sur Windows, avec le boom du MP3, de la digitalisation de toute la musique, etc. Et l'iPod, voilà, enfin, ça a été... certaines ouvertures ont été très, très stratégiques et clés pour Apple, déjà historiquement parlant. Mais voilà.
Série télé ou série sur streaming, la nuance est là. Le tutorien, c'est les deux, du coup. Les deux, parce que c'est une série qui est diffusée sur FX, qu'on n'a pas en France, mais qui est également diffusée sur certaines plateformes de streaming, comme en France, Canal+, enfin MyCanal. Je sais pas ce qu'il faut dire comme service de streaming. Donc en fait, voilà, c'est une série qui est à la fois série télé, puisque diffusée sur la chaîne FX, euh, aux États-Unis notamment, et puis certainement dans d'autres pays, et également donc disponible en streaming sur Canal+. Donc pour ceux qui ont le service de streaming Canal+, vraiment, et que vous avez envie de rigoler, que vous aimez l'humour absurde, etc., vraiment, c'est une série que je vous recommande à 100%. Alors comme je vous ai dit, hein, je vais être complètement de mauvaise foi, complètement biaisée, etc. C'est un peu le but du jeu parce que je dicte ce qui me plaît et ce dont je veux vous parler durant cette tartine. Et donc là, je vais m'en donner à cœur joie. Voilà. Donc de quoi je vais vous parler? Tout simplement, je vais vous parler de la série What We Do in the Shadows. Alors, avant de commencer à vous en parler, je pense que c'est important quand même que je vous montre voilà, un peu les visuels qu'on a. Alors, peut-être pas celui-là parce que c'est la saison 2, mais les visuels qu'on a pour la série qui donnent le ton un petit peu de l'humour. Voilà, donc ça c'est un des visuels. Donc vous voyez donc What We Do in the Shadows. Ce que vous voyez, c'est que vous avez quatre personnages que vous voyez sur l'affiche. Le premier a un dentier qui le fait passer pour un vampire, donc une prothèse qui le fait passer pour un vampire, et les trois autres n'ont pas l'air d'avoir de prothèse visible, ça a l'air d'être leurs vraies dents. Et en fait, c'est exactement ça. En fait, l'histoire et le pitch de la série, c'est tout simplement que c'est un mockumentary, hein, donc c'est sous la forme d'un documentaire sur le ton humoristique et décalé ici, puisque c'est une équipe de tournage qui filme un documentaire sur une colocation de vampires installés depuis plusieurs siècles maintenant à Staten Island, et donc ils sont peu adaptés à notre époque, complètement décalés par rapport aux années 2000, et qui vont paniquer lors de la venue de leur ancien maître qui arrive d'Europe et qui veut conquérir le nouveau monde. Voilà. Donc ça, c'est le pitch de départ de la série, de la première saison de la série What We Do in the Shadows. Aujourd'hui, il y a 2 saisons à l'heure actuelle, avec 20 épisodes. Je sais pas s'il y a 20... Non, je crois que c'est 20 épisodes au total, donc c'est à peu près une dizaine. J'ai peur de dire une bêtise là. Je vais juste vérifier sur mon application de série. Juste pour voir si je vous dis pas de conneries. Parce qu'on l'a terminé il n'y a pas si longtemps. Historique de visionnage, mais bon, j'ai regardé quand même pas mal de choses depuis. Oui, c'est ça. Il y a 10 épisodes par saison. Donc au total, vous avez 2 saisons et une totalité de 20 épisodes surtout à rattraper pour ceux qui sont intéressés. La durée des épisodes, on est sur des formats courts ici, 24-30 minutes. On me dit mockumentary, c'est comme The Office. Alors, c'est pas tourné de la même manière, mais oui, c'est un peu ça, Brazen, exactement. Mockumentary. Alors après, il y a d'autres choses. Par exemple, il y avait Death to 2020, qui était aussi un mockumentary. En gros, c'est c'est tourné d'une manière documentaire, sauf que c'est décalé. Voilà, c'est pas un vrai documentaire, c'est décalé, ça détourne le style du documentaire. Et donc là, c'est pour ça, hein, c'est ce que je vous dis, le pitch, c'est qu'il y a une équipe de tournage qui filme un documentaire sur une colocation de vampires, qui évidemment, ça n'existe pas. En tout cas, jusqu'ici, moi, je n'ai pas de preuve qu'une colocation de vampires existe. Et donc, ça crée plein de situations complètement absurdes et rigolotes. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, l'équipe du tournage est carrément impliquée dans l'intrigue. C'est-à-dire, à plusieurs moments, quand il y a des scènes d'action, on va avoir la caméra qui est bousculée, on va avoir peut-être des membres de l'équipe tournage qui vont être bouffés. Voilà, donc on a vraiment cet aspect de documentaire qui est en train d'être tourné, qu'on suit, et on a justement les personnages qui vont interpeller aussi l'équipe documentaire, ou voilà, la personne qui tourne, qui va s'adresser en face caméra. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors pourquoi ça marche aussi bien? Alors, à savoir, cette série télé, avant d'avoir été une série télé, ça a été un film du même nom, hein, What We Do in the Shadows. C'est un film qui est sorti à l'époque, c'était quoi, en 2014.
C'est sorti en 2014 et ça a été réalisé par Taika Waititi, réalisateur notamment de Thor Ragnarok. Il a participé notamment à la série The Mandalorian. Il faisait partie du pool de réalisateurs de The Mandalorian, notamment la série Disney dans l'univers Star Wars. Voilà. Et donc pour ceux qui ont vu Ragnarok, Thor Ragnarok, vous savez que ça a marqué un vrai tournant dans les films Marvel, où il y a eu une espèce de distanciation, mais même les épisodes de Mandalorian, voilà, certains, où il y a une vraie distanciation avec l'univers Marvel ou Star Wars dans l'autre cas, tout en respectant énormément l'univers, mais en s'autorisant un décalage et un humour assez particulier, et avec une patte très pop, notamment pour Ragnarok. Et un parti pris esthétique est vraiment super. Enfin, moi, voilà, grande fan de ce réalisateur. Grande fan de Jemaine Clement. Jemaine Clement, pour ceux qui connaissent, c'est une partie du duo de Flight of the Conchords. Flight of the Conchords, voilà, je suis fan depuis un certain temps. C'était en 2008. C'est un groupe de musique qui a fait une série télé qui racontait un peu son histoire, c'est-à-dire un duo néo-zélandais qui débarque à New York et qui veut rencontrer le succès. Et en fait, juste, c'est des cassos, les mecs. Voilà, avec il y a plein de blagues sur les différences culturelles entre les Néo-Zélandais, les Américains et également les Australiens, etc. Bref, voilà, il y a plein de blagues culturelles. Et donc, chaque épisode, il y avait plein de musique. C'était une comédie musicale, des épisodes courts exactement. Et en fait, c'était des sketchs. Les chansons sont pratiquement des sketchs. Et en fait, c'était hilarant, mais à la fois, les musiques étaient géniales. C'était ça qui était assez fou dans leur approche, pour moi, c'est culte, par exemple. Flight in the Conchords. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, qui sont très musique, etc., la série est disponible sur OCS. Voilà. Donc, vous avez toute la série Flight of the Conchords, qui a un petit bijou musical et de sketch qui a un peu vieilli, ça date quand même de 2008, mais qui est vraiment hilarante, quoi. Il y a même un épisode qui a été tourné par Michel Gondry. Ça vous montre un petit peu le succès, la reconnaissance de ça. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est fait de briques et de broc. Voilà, ça se prend vraiment pas la tête. Et donc du coup, voilà, Jemaine Clement fait partie, donc grand ami aussi de Taika Waititi, fait partie de l'aventure, puisque tous les deux, avec Taika Waititi et Jemaine Clement, ils ont réalisé ce film, ils jouent dedans, ils font partie, donc il y a 3 personnages principaux, les trois vampires vedettes du film. Et ils participent, ils jouent le rôle, ils sont réalisateurs et acteurs du coup du film. Et donc du coup, suite au succès et la reconnaissance du film, en fait, ils ont proposé un pilote qui a été accepté, donc développé en série pour développer le concept de What We Do in the Shadows en format série. Et en fait, donc moi j'ai adoré le film et on a regardé la série qui a donc commencé en 2019. Elle a été le début de diffusion a commencé le 27 mars 2019. Et en fait, on a commencé à la regarder là dernièrement. Je pense qu'on a commencé toute fin 2020. On s'est dit on veut quelque chose de parce qu'on s'est ou début 2020 en fait. Début 2021 pardon. Je sais plus dans quelle année. Tout simplement, on l'a commencé parce qu'on s'est abonné à Canal+. Voilà. Et donc, c'était une série qu'on voulait depuis longtemps regarder. Et on l'a dévoré, tout simplement. C'est hilarant, complètement absurde. Un peu de Monty Python, mais pas que. C'est vraiment un humour plutôt absurde. Pas forcément que Monty Python. Et voilà. Et donc, ça joue sur des gags, par exemple. Donc ça va exploiter notamment tout le mythe du vampire et le détourner de manière rigolote et absurde. Notamment, on a donc on est sur le même principe, on suit on suit 4 vampires. Donc on suit Nandor l'infatigable, Laszlo Cravensworth, Nadja, et on suit également Colin Robinson, qui est un vampire un peu particulier ici, puisque c'est pas un vampire qui se nourrit de sang, mais c'est un vampire qui se nourrit de l'énergie humaine. Et donc, en fait, il peut sortir la journée. Et en fait, la manière dont il va se nourrir, c'est qu'il va ennuyer les gens. Il va saouler les gens. C'est typiquement, l'exemple, c'est qu'il travaille dans un bureau.
et il va faire le collègue de bureau saoulant. Voilà. Et donc, en fait, avec ces conversations ennuyeuses qui va drainer l'énergie. Et en fait, une source de gag qui est juste géniale. Il ennuie comme un comptable, exactement. C'est le même principe. La série est disponible sur Canal+, pour information, sur la plateforme de streaming Canal+. Et donc, en fait, c'est une source de gag, genre, géniale. Parce qu'il peut même se nourrir de ses colocataires vampires. C'est ça aussi qui est très très bon. Donc on suit voilà ces 4 personnages. On a Guillermo aussi qu'on suit, qui lui est un humain et qui est en fait un pet, un familier en fait, un familier des vampires. Il va être au service de Nandor l'Infatigable. C'est le familier particulier de son vampire-là. Voilà. Et on a notamment un des gags, juste pour vous donner un exemple quand même des gags qu'on a dans la série. On a notamment Nandor, qui à un moment donné va chercher à acheter des paillettes. Et à un moment donné, genre son familier lui demande « Mais pourquoi vous voulez acheter des paillettes ?» Bah en fait, c'est parce que tout simplement, je veux ressembler à ce vampire-là qui brille. Et bon, alors la blague est bien mieux tournée, hein. Moi je suis vraiment une quiche pour faire des blagues, mais la blague est beaucoup mieux tournée. En fait, il fait référence à Edward dans Twilight, où justement, quand la lumière ou le soleil frappe sa peau, elle scintille. Mais là, franchement, la manière dont c'est tourné, juste d'y penser, ça me fait rire. En fait, je me retiens d'exploser de rire, mais c'est genre complètement absurde. Et c'est plein de gags comme ça. Ouais, il y a le vampire vegan, oui, pour Colin Robinson. Après, qu'est-ce qu'il y a comme autre gag il y a ouais, après il y a toutes des blagues sur les sorcières, etc. Et en fait, sur les 2 saisons qu'on a regardées, je dirais que la première saison est un essai, la deuxième saison est encore meilleure, c'est-à-dire qu'ils vont encore plus loin dans le test et dans la série, et c'est vraiment génial. Autre chose assez rigolote, c'est que la série a eu tellement de succès que maintenant ils ont des guests assez impressionnants, vraiment. Vous allez notamment retrouver un acteur de la première trilogie de Star Wars, j'ai pas envie de trop dévoiler non plus, qui va avoir un rôle dans la seconde saison de la série, un rôle de guest, hein, mais un rôle. Donc voilà, je n'en dévoile pas trop, mais juste pour vous donner une idée de jusqu'où il pousse la blague, c'est notamment en termes d'anecdotes. C'est que lors d'un des derniers épisodes de la première saison, à un moment donné, on va se retrouver devant un tribunal de vampires. Et donc, dans le tribunal de vampires, on va avoir donc les juges, ici, qui vont apparaître. On retrouve donc les 3 vampires du film What We Do in the Shadows, donc les réalisateurs, les concepteurs de la série même, mais pas que, il y avait les autres acteurs. Donc on va retrouver donc Jemaine Clement, Taika Waititi et Jonathan Brown qui reprennent leur rôle de Vladislav, Viago et Deacon du film Vampire What We Do in the Shadows, mais on retrouve d'autres acteurs qui ont joué des vampires connus. Et c'est génial, quoi. C'est génial. On retrouve donc Tilda Swinton, qui a joué un vampire dans le film Only Lovers Left Alive. Je crois que c'est un film de... Attendez, je vais vous dire ça, j'ai peur de dire une bêtise. Il me semble que c'est un film de Jim Jarmusch, mais je suis pas sûre. Oui, c'est ça. C'est un film de Jim Jarmusch. Donc très indé. Et donc c'est un film notamment avec l'acteur qui joue donc Tom Hiddleston qui joue Loki dans Marvel. Voilà, pour la petite anecdote. Mais donc on retrouve l'actrice Tilda Swinton qui jouait déjà qui jouait un vampire, donc on la retrouve à cause de ça. On retrouve Danny Trejo de Une nuit en enfer, donc ça je connais pas, donc je peux pas vous dire. On retrouve Paul Rubens de Buffy. Ah d'accord, moi je me souvenais pas. D'accord. Donc Paul Rubens de Buffy quand même, joli caméo. On retrouve Evan Rachel Wood, quand même actrice aussi connue, hein, qui a joué une vampire dans True Blood. On retrouve, et ça c'est génial quand même, on retrouve Wesley Snipes,
qui a joué dans Blade, évidemment. Et après, il y a plein de références, c'est-à-dire qu'ils font également allusion dans l'histoire, ils font encore une fois allusion à Rob, qui a préféré laisser tout ça derrière lui, qui est évidemment Robert Pattinson de Twilight, qui, on sait, voulait tourner la page, etc. On a également Kiefer est trop occupé, de Kiefer Sutherland, qui a joué dans Génération perdue. Et enfin, ils disent Tom et Brad, ils n'ont pas pu venir. Ils font évidemment référence à Tom Cruise et Brad Pitt, qui incarnaient les vampires d'entretien avec un vampire. Donc voilà, il y a plein de références, de gags, d'anecdotes comme ça, qui sont vraiment, mais genre, hilarantes. Et Enfin, voilà, les personnages sont juste excellents, quoi. Ah bah voilà, il y en a qui se rappellent de Robin dans Buffy, je crois que c'est ça, ouais. Et donc voilà, je vous montre encore un petit peu les visuels, parce que ça vaut le coup quand même. Ça vous donne le ton un peu de la série. Donc ça, c'est le visuel de la saison 2. Voilà, visuel de la saison 2, où vous retrouvez les 4 vampires. Euh, Voilà, Nandor, Nadia, Laszlo et Colin en dernier, avec son costume avec cravate et tout, parce que voilà, il est un peu coincé. Et on retrouve Guillermo qui est au-dessus, là. Voilà. Donc on a ça. Et vraiment, je vous recommande, ça va vous faire pleurer de rire. Honnêtement, moi, j'ai vraiment pleuré de rire. Je suis pas très très bonne en... je ris pas facilement. Je suis pas bon public. Il y a un des acteurs qui a joué dans IT Crowd. IT Crowd, oui. Il me semble que Jérôme m'en a parlé, ouais. Oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup de références. En fait, il joue vraiment sur le mythe du vampire, le fait qu'ils soient dans des cercueils, etc., qu'ils ont peur enfin, qu'ils peuvent mourir quand ils sont plantés avec des pieux, notamment les petites querelles, enfin les querelles avec les loups-garous, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça, rigolotes, quoi. Le mythe de la luxure aussi, lié aux vampires. Est-ce que Alexandre Astier fait toujours la VF? Ah bah écoute, je savais même pas que c'était Alexandre Astier qui faisait la VF. Je savais pas. Je sais pas, je la regarde en VO. Il détourne tous les codes de films de vampires, exactement, Pef. Est-ce que vous êtes beaucoup à l'avoir vu, cette série? Alors attendez, je vais essayer de faire un sondage. Voilà, on m'a reproché de pas faire de sondage. Excusez-moi pour le son. Sauf qu'en plus, je suis pas à l'aise avec ce... Voilà. Alors, sondage. Euh, Est-ce... oh, je galère avec le clavier de Jérôme, c'est une aura. Est-ce que vous avez vu la série? Et je dis oui, non. Je veux la voir. Ou je vais la regarder. Hop. Pas encore. Et ça m'intéresse pas. Voilà, parce qu'il faut respecter les goûts et les couleurs. Quand même. Voilà. Et hop, hop, hop. 2 minutes. Allez. J'espère que je n'ai pas fait de faute. Est-ce que vous avez vu la série? Voilà, sondage lancé. Est-ce que vous avez vu la série? Oui, pas encore. Je vais la regarder. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, je suis curieuse un petit peu de voir un petit peu qui connaît dans la chatroom, qui connaît pas et qui est intéressé ou pas. Voilà. Parce qu'on peut ne pas être... Mais même si on n'est pas intéressé par les vampires, c'est justement ça qui est rigolo. C'est qu'en fait, ça tourne un peu en ridicule tout ce qu'il peut y avoir autour de la mythologie vampirique. Voilà, moi j'adore ce genre d'histoire. Hein. J'avoue, j'avais même lu toute une saga sur Vlad l'Empaleur.
Je trouve ça assez fascinant. Mais moi, j'aime bien tout ce qui est heroic fantasy, enfin, monde un peu imaginaire. On parle de la série What We Do in the Shadows Yu Leko, qui est donc une série humoristique néo-zélandaise qui est disponible sur Canal+, hein, si tu es intéressé, et qui est en fait hilarante. Voilà. Ce clavier est tellement bruyant, on dirait la meuf qui gère le dossier à la sécu. Non mais c'est une horreur ce clavier quoi. C'est genre, t'as plus de 5 millimètres entre la touche et le support du clavier. Enfin bon. Tu utilises quoi comme app de série pour checker? J'utilise TV Time. TV Time. Je regarde tellement de séries qu'il me faut absolument cette app. C'est vital pour moi. Alors là, on en est à 5%, 4 personnes qui connaissent, qui ont déjà regardé la série, 29%, 21 personnes qui ne l'ont pas regardée, 28 personnes qui qui vont la regarder, hein, 28 personnes quand même, 20 personnes qui sont pas, voilà, qui sont pas intéressées. C'est très spécifique, hein, et l'humour, je pense que l'humour ne peut pas convenir à tout le monde aussi, et le sujet est clairement particulier. C'est clair que ça ressemble un peu à... ce qui remporte, c'est je vais la regarder. 29 personnes prévoient de la regarder. Pas mal, pas mal. Succès quand même. Succès pour What We Do in the Shadows. Et donc, pour ceux qui vont la regarder, franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fera plaisir. Que vous ayez aimé ou pas, hein, d'ailleurs. Encore une fois, tous les avis sont bienvenus. C'est pas parce que moi, je vous partage quelque chose que tout le monde doit aimer. C'est vraiment goût et couleur et c'est quelque chose de personnel. Et encore une fois, moi, je suis pas sensible à tous les humours. Voilà, je suis très humour absurde, anglais, leur humour à eux deux là, mais pas forcément tout. Ouais, je t'avoue que on s'est posé la question, hein, pour Canal+. Voilà, avec Tribe, il y en a qui veulent pas soutenir forcément certains businessmen, mais voilà. J'aime bien les films de vampires du genre 30 jours et 30 jours de nuit. T'es sûr que c'est le titre? Mais je me rappelle, ouais, de ce film. Je sais pas si je l'ai vu d'ailleurs. Du coup, on regarde la série avant le film, après ou peu importe. Euh, la seule référence, Olek, au film, c'est de mémoire, si je me trompe pas, la seule référence au film, c'est lors du tribunal où tu vois les trois personnages du film. Voilà. Donc c'est pas bloquant, ça te fera du coup un peu moins rire parce que tu n'auras pas ah je les connais, etc. Donc tu n'auras pas cet aspect-là, mais c'est pas bloquant. Voilà. Je dirais que moi, la série m'a fait plus rire et je la trouve plus facile à regarder que le film. Parce qu'en fait, le film, c'est déjà un format long, tu vas t'investir. Enfin, moi, maintenant, je regarde, c'est lié aussi à ma consommation, je regarde un peu moins de films qu'avant. Et je regarde beaucoup plus de séries qu'avant. Donc c'est aussi à ça, c'est aussi lié à ça. Et en fait, on se dit, ouais, ça va sur une courte période, mais sur un film, je suis pas sûre d'accrocher. Et c'est vrai que moi, je préfère la série au film. Mais après, j'ai adoré le film parce que j'étais déjà convaincue par l'acteur que j'allais retrouver, etc. Voilà. Donc, je dirais pour ceux qui tiennent pas forcément vraiment à avoir toutes les références, enfin la référence lors du tribunal, je dis c'est pas grave. Moi, comme j'ai un attachement personnel à l'acteur, à ces deux acteurs, voilà, à ces artistes-là, c'était évident que j'allais regarder le film avant. Et en plus, la série n'existait pas quand j'ai regardé le film, donc voilà. Mais si vous voulez, voilà, si vous n'êtes pas sûr, je dirais la série est plus facile. Alors, je regarde un peu vos commentaires. Oui, il me semble bien qu'il y avait un film avec le même titre exactement. Ça a commencé avec un film. The Mr. 3N, tu viens d'arriver. Exactement, ça a commencé avec un film qui est sorti en 2014 et avec le succès critique et global du film, en fait, ils ont essayé de faire la série et qui est encore mieux parce qu'en fait, ils ont encore plus de temps pour développer les concepts et en chaque épisode, ils s'amusent sur des mythes de vampires, c'est vraiment génial.
J'ai regardé... Ah, mince, putain. J'ai regardé la bande-annonce, tu m'as donné envie de la regarder, un peu de fraîcheur et de rire sur un univers génial. Ouais, franchement, regardez au moins la bande-annonce. Si je pouvais, je vous la montrerai là, mais regardez au moins la bande-annonce. Je pense que ça vous donnera le ton, quoi. Et après, vous dites vous y allez pas. En série française, je peux te conseiller 3615 Monique sur OCS. D'accord, bah merci beaucoup. Merci, merci. Alors, juste pour clarifier, parce que c'est vrai qu'on a parlé de Canal+, d'OCS, etc. Alors, pour clarifier, la série là, What We Do in the Shadows, elle est disponible uniquement en France en streaming sur Canal+. Ou par d'autres moyens, c'est vous qui voyez, vous vous débrouillez. Si vous avez aimé cette série, ou plutôt que vous n'êtes pas intéressé par les vampires, mais que vous aimez la musique, je vous conseille vraiment la série Flight in the Conchords, mais il me semble que j'en ai déjà parlé, et je vais me rabâcher parce que pour moi ça fait partie de mes séries cultes. Flight in the Conchords, qui était sortie en 2008, je vous dis ça de mémoire, qui est disponible sur OCS. Voilà, c'est aussi des épisodes courts, c'est la comédie musicale, ils dansent pas, ou peut-être qu'il y a un épisode où ils dansent pour justement se marrer, mais voilà, et qui va parodier tous les styles de musique en plus. Là encore une fois, on est sur détourner des styles de musique connus, s'en moquer, mais habilement les réinterpréter, enfin c'est génial. Voilà. Et clairement, l'humour n'est pas américain. Je dirais que ça. Si vous n'avez jamais vu, je vous conseille The Extraordinary Playlist. Ouais, Fairjess, on en a parlé en début d'année, quand la série est sortie. Là, on est en train de regarder la saison 2. Je t'avoue que autant j'ai adoré la saison 1. Pareil, ça a été... alors, c'est pas du tout... Enfin, il y a un peu d'humour, mais c'est vraiment pas du tout le même humour ou quoi que ce soit. Il n'y a pas du tout d'absurde. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus aseptisé, mais moi j'ai beaucoup aimé The Extraordinary Playlist. Je suis beaucoup moins convaincue par la saison 2. Là, on a un peu du mal, là, actuellement. Je sais pas si tu l'as regardé, mais voilà. Mais j'ai adoré la saison 1, en tout cas, de The Extraordinary Playlist. Je crois que c'était aussi ouais. Ouais, triste la fin de la saison 1. Oui, mais c'est ce qui fait le sel et l'enjeu, en fait, de la saison 1. Et ce qu'on ne retrouve pas en saison 2. Du coup, je trouve que c'est ce qui manque. Mais bon, voilà. Écoutez, il est 9h25. Je me suis un peu emballée, là, ce matin. Il est 9h25. J'espère, en tout cas, que cette recommandation vous a fait plaisir. J'aime bien terminer sur des notes rigolotes ou positives. Donc, voilà. Je vous souhaite, en tout cas, une excellente journée, une excellente fin de semaine. Je vous retrouve mercredi prochain, comme d'habitude, pour le mug. Et en attendant, vous pouvez retrouver demain Guillaume pour le mug. Et il y aura une petite pause de mug vendredi, et je sais plus s'il a dit qu'il le faisait lundi et mardi, a priori non, je pense pas. Mais a priori, il y aura une pause du vendredi, vendredi, lundi, mardi, il y aura pas de mug. Donc je redémarre le mug. Voilà, c'est ça. Pas de mug du 12 au 16 février. Retour mercredi 17 février. Donc voilà, je vous retrouverai la semaine prochaine. Très bonne journée à tous. Bye bye.